À nouveau, donc effectivement, on continue notre cycle de visioconférence. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de Notre-Dame de Paris. Vous imaginez que c'est une conférence que j'avais conçue à l'époque de l'incendie, il y a exactement un an. L'idée, elle avait été d'abord évidemment de surfer sur la vague, vous m'excuserez, hein, mais je vous rassure, je ne ferai pas de conférence sur des virus, hein. Ça, c'est pas mon truc quand même. Donc, j'ai fait comme tous les hors-séries qui, à l'époque, étaient sortis, donc quelque chose sur l'histoire de Notre-Dame. Mais il y avait quelque chose qui me tenait à cœur quand j'ai travaillé cette conférence et qui me tient toujours à cœur d'ailleurs. C'était d'abord de replacer un événement tragique qui nous saisit comme ça dans une perspective historique. C'est-à-dire que ça permet quand même, je dis pas de se rassurer, mais disons de reprendre en main son présent lorsque on a la profondeur historique. Bon, l'humanité est ainsi faite, nous sommes que de passage, donc les choses qui nous arrivent, elles nous touchent et c'est tout à fait normal. Mais le fait de savoir que on n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers, quelque part, eh bien, ça permet aussi disons, de stabiliser en tout cas la question. Lorsque l'incendie a eu lieu, peut-être vous le savez sûrement, nous étions en pleine restauration donc de cette flèche qui aujourd'hui a complètement disparu. Et cette flèche, c'est donc une flèche qui a été conçue par Viollet-le-Duc au XIXe siècle lors de la très grande restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le fait est, c'est que 2 jours avant l'incendie, les sculptures de cuivre qui représentent les apôtres et qui sont donc comme ça, qui étaient en procession le long de la flèche, ont été déposées. Ça devait être d'ailleurs un spectacle assez saisissant à l'époque, parce que les touristes ont applaudi, oui, ça c'est pas le sujet. Et parmi ces apôtres, il y a un autoportrait de Viollet-le-Duc que je vous présente. Il s'était représenté en Saint Thomas, et la chose est assez jolie, puisque vous voyez qu'il a le visage qui était tourné vers son œuvre, c'est-à-dire la flèche elle-même. Et ça avait un petit peu, quand on étudiait Notre-Dame autrefois, parce que je pense qu'on ne le dira plus maintenant, il y avait un petit côté, oui, l'architecte du 19e, sur laquelle d'ailleurs on a dit pique-pendre, qui a fait quelque chose qui ressemble à ce que l'on faisait finalement au Moyen-Âge, c'est-à-dire mettre son autoportrait à l'intérieur de la réalisation. Alors, merci de couper les micros, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. C'est très ennuyeux. Ce panneau là. Bon, je vais essayer de faire quelque chose là. Pourquoi je ne trouve pas la mention couper les micros à tout le monde? La dernière fois, ça marchait très bien. En plus, je l'avais juste avant qu'on se parle. Bon. J'espère que les gens vont être sérieux et qu'ils vont couper tous leurs micros, je le répète, parce que sinon, ça fait beaucoup d'interférences pour moi. L'incendie a donné lieu à beaucoup de spéculations sur le coup, évidemment, sur ce qui avait pu se produire. Je ne vais pas être là pour vous donner des solutions. La dernière fois que j'ai pris la parole, ou l'avant-dernière, c'était pour parler d'Homère. On a parlé du mythe. Et il y a quelque chose qui est certain, c'est que parfois, il ne faut pas forcément vouloir trouver, en tous les cas, les solutions et en tous les cas se mettre prophète quand on n'a pas les moyens de l'être. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, il y a une certaine mode, c'est de se sentir spécialiste de tous les sujets. Donc, ça n'est pas mon cas. Je suis juste là pour essayer de raconter ce qui s'est passé dans le passé, mais dans le passé peut-être plus lointain. Le fait est, les désordres de la cathédrale tels qu'ils sont aujourd'hui visibles, si l'on peut entrer à l'intérieur, c'était effectivement le fait que la flèche ait créé un trou formidable au niveau de la croisée du transept, qui est la croisée du transept, je vous le rappelle aussi, un des éléments les plus fragiles dans la construction d'une cathédrale, on le verra, puisque quand on a posé la clé de voûte à l'emplacement de la croisée du transept, c'est vraiment le moment fatidique au XIIIe siècle pour savoir si la cathédrale va tenir ou pas. Donc cette croisée du transept, elle s'est effondrée. En s'effondrant, elle a fragilisé toute la nef. Et vous voyez ici dans les travaux, disons, de consolidement qu'on a fait tout l'été et qui ont malheureusement été interrompus avec l'épisode actuel du virus, nous voyons les colonnes avec ici les éléments d'étai
hein, qui permettent eh bien, de soutenir comme ça les deux colonnes en question. Si ces deux colonnes ne sont pas soutenues par les éléments de bois que vous pouvez percevoir, c'est la voûte de la nef qui s'écroule en totalité et là, les répercussions sont fatales puisque la cathédrale peut s'écrouler. Alors là, on va même pas imaginer jusqu'à quelle hauteur. Voilà, ça, ce sont des vues qui ont été prises juste avant l'incendie et qui sont assez magiques puisque c'est le déplacement de ces sculptures qui sont des sculptures en cuivre rivetées. Elles sont creuses à l'intérieur, hein, c'est vraiment la technique qu'on employait au 19e siècle, et elles sont déposées dans le sud-ouest dans un atelier de restauration, donc elles sont intactes. Cette flèche a brûlé et elle a enflammé la totalité de la charpente sur la cathédrale, et donc la disparition de la charpente plusieurs fois centenaire, mais aussi de la toiture de plomb. Que voit-on? Eh bien, nous avons plus rien à cet emplacement, et c'est bien évidemment la question qui nous pique l'esprit depuis un an. Bon, si on n'est pas occupé par autre chose, c'est que va-t-on mettre à la place? Alors, on peut dire que cette disparition dans le patrimoine architectural de la France a donné lieu et donne lieu, alors un peu moins maintenant, à des idées, toutes les plus farfelues les unes que les autres. Je dirais même que c'est un paratonnerre à toutes les mauvaises idées possibles. Alors évidemment, certaines sont assez amusantes. Et la question qui s'est posée dans les médias immédiatement a été de dire, faut-il ou non reconstruire à l'identique? Alors, c'est là où la chose est très agaçante, je pense, pour les gens de métier. Mais on constate que pour un sujet plus tragique comme la santé, on fait exactement la même chose, donc il n'y a pas de raison. C'est que tout à coup, tout le monde est susceptible d'avoir une opinion. Voilà. Alors, on avait des opinions sur cette reconstruction, alors qu'il existe des lois hein, pour les monuments historiques. Nous avons des lois de 1913, notamment, sur la reconstruction à l'identique, selon le dernier état connu, hein, c'est une loi qui existe. Mais non, pas du tout. Il faut tout à coup faire preuve de la plus grande désimagination. Alors, le débat n'est pas tranché, ou peut-être d'ailleurs qu'il n'est, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'il faut quand même être modéré, sans doute, sur ces engouements, même si on a le droit, évidemment, d'avoir des idées ou même de les mettre en scène, quitte à dire qu'elles vont être réalisées de la sorte, c'est autre chose. Remontant au début, parce que ce qui m'a vraiment frappé quand j'écoutais les médias évoquer l'accident, c'est deux choses. La première, c'est une tendance d'ailleurs très médiévale à la prédication, je dirais, c'est-à-dire à monter sur les tables et à dire, comme on le faisait d'ailleurs au Moyen-Âge quand il y avait des choses graves qui se passaient, hein, c'est que nous payons là des excès, etc. Alors, bon, en l'occurrence, l'incendie de la cathédrale faisait tout à coup écho à une situation globale, désastreuse, etc. Bon, pourquoi pas? Moi, je pense que ça c'est de l'ordre du moine qui montait sur les tables ou sur les estrades pour nous dire qu'on allait tous mourir aux enfers. Et puis, il y a une deuxième tendance qui était celle de pleurer évidemment la disparition de ce patrimoine, et ça, je l'ai pleuré aussi, nous avons tous pleuré. Et en même temps, je me suis dit, mais attends, ça faisait combien de temps que certains de ces personnes, peut-être, n'ont pas mis les pieds à la cathédrale, dans la cathédrale? Parce que la question qu'il faut se poser, c'est tout à coup, est-ce que le monument n'a pas repris une importance considérable qu'il a eue, qu'il doit avoir, qu'il l'a, parce que justement, il est en danger. Et ça, c'est très, très intéressant parce que, à mon avis, c'est le fondement même de la question du patrimoine. Le patrimoine, on le sent, il est là, on en a besoin quand il est à devoir disparaître, ou mieux, quand il a disparu. Donc, c'est quand même très, très flippant. Et c'est peut-être là où le petit rappel, la petite piqûre est intéressante parce que si elle pouvait permettre de construire une nouvelle je dirais une nouvelle approche du bâtiment, une nouvelle utilisation, tiens, de ce monument qui ne soit pas uniquement là pour une cause touristique qui est sans doute tout à fait louable, mais qui malheureusement avait fait perdre aux Français, en tous les cas, l'approche sentimentale que ce lieu pouvait avoir. Donc, il y a peut-être quelque chose à revisiter. Et le problème principal de la cathédrale de Notre-Dame, c'est qu'elle est illisible. Elle est illisible, pourquoi? Parce qu'elle est d'abord dans un urbanisme du 19e siècle, dans laquelle elle est un peu perdue quand même, parce que vous savez bien que sur l'île de la Cité, il y a eu beaucoup de transformations au 19e siècle. Quand on entre dans la cathédrale, c'est très sombre et les conditions de visite jusqu'alors ne permettent pas une approche historique, architecturale correcte. Et enfin,
Le problème, c'est que l'histoire de ce bâtiment, qui est très compliqué, n'est racontée nulle part ou avec beaucoup de difficultés. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à construire pour le futur, c'est de retrouver de créer un espace, peut-être il y a de la place maintenant sur la cité, maintenant qu'il n'y a plus d'hôpitaux et qu'il n'y a plus de pays de justice, c'est de créer un lieu où on puisse raconter l'histoire de cette cathédrale, parce que je pense que les touristes y vont avec à peu près autant de bagages mes enfants quand ils ont regardé le Bossu Notre-Dame. C'est-à-dire que c'est à peu près, je dirais, le dessin animé de Disney doit être la base à peu près commune à la plupart de ces gens. En 1163, le chantier de la cathédrale a débuté. C'est une cathédrale gothique, je ne vous apprends rien. Que se passe-t-il ou qu'est-ce qu'il y avait avant Notre-Dame? Et là, c'est assez passionnant. La cathédrale, c'est le siège de la catère, c'est la hiérarchie religieuse mise en place à la fin de l'Antiquité, et c'est la seule qui va résister en fait aux vagues de transformation suscitées par l'arrivée des barbares. Avant la cathédrale Notre-Dame, il y a donc une basilique étant une architecture romaine, une architecture où on se rencontrait à l'époque romaine, et c'est cette architecture basilicale qui a persisté pour les grands bâtiments religieux à vocation de rassemblement, et notamment dans ces diocèses. La cathédrale ne s'appelait pas Notre-Dame, elle s'appelait Saint-Étienne. Il y avait derrière une église Sainte-Marie. Et donc là, c'est assez intéressant de concevoir qu'il y a eu une transformation du nom avec un décalage aussi d'architecture, puisque vous voyez que l'église, la cathédrale Saint-Étienne se trouve ici, c'est une cathédrale qui était romane, et vous voyez que je dirais le départ de Notre-Dame se trouve là, et elle va comme ça se prolonger. Donc, il va y avoir comme ça un décalage spatial pour permettre effectivement d'exploiter toujours une partie de l'ancien bâtiment en même temps qu'on construisait le nouveau. Donc là, on retrouve dans ce plan, et c'est très important parce que notre église Saint-Étienne, du coup, la cathédrale Saint-Étienne, l'ancienne, qu'on a rasée pour au fur et à mesure construire Notre-Dame, eh bien, elle se trouve à l'emplacement actuel du parvis. Et ça crée effectivement cet effet de décalage spatial quand on va visiter ce qu'on appelle la crypte Notre-Dame, qui d'ailleurs n'est pas du tout une crypte Notre-Dame, elle est beaucoup plus devant là-bas, hein. Là on n'a pas l'entrée serait beaucoup plus loin. On n'est pas du tout sous la cathédrale, contrairement au terme de crypte, qui est complètement faux. On est en fait sous le parvis de la cathédrale et on voit les traces d'occupation de l'île de la Cité. C'est en faisant ces travaux pour la crypte, en fait, quand ils ont transformé cet espace au 19e siècle, on a fait des fouilles de l'île de la Cité, qu'on s'est aperçu que l'île de la Cité a une vocation religieuse très ancienne et sans doute pour les Parisiens. Alors, la transformation entre la cathédrale Saint-Étienne, qui va devenir Notre-Dame, va se faire par une transposition d'un élément architectural qui va être commun aux deux bâtiments, et c'est très important et très symbolique parce que ça suppose qu'il y a comme ça un transfert, c'est le portail de l'ancienne cathédrale qui va être placé en façade de Notre-Dame. Et c'est assez visible puisque l'ancienne cathédrale était romane. Pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire le plein cintre. Eh bien, vous voyez que ça se retrouve ici. Et du coup, ça suppose que l'on mette ici du remplissage, parce qu'on a un profil maintenant, un profil d'arc brisé. Donc, ça n'a plus la même forme. Et on voit qu'on a déplacé l'élément architectural, mais qu'il a fallu effectivement compléter. Le contexte de la transformation de style est un contexte économique et politique. L'histoire de l'art n'est jamais déconnectée des conditions économiques et politiques, elle est même, je dirais, complètement liée. D'ailleurs, on ne peut pas dissocier vraiment les matières, et on voit aujourd'hui que l'histoire de l'art, l'archéologie deviennent des sciences formidables, beaucoup plus intéressantes, je pense, qu'il y a un siècle, parce qu'on fait appel à de plus en plus d'idées, de valeurs, de conceptions pour croiser les données et donc enrichir le regard qu'on a sur les œuvres, sur les monuments, etc. Quand j'ai fait l'histoire de l'art à l'école du Louvre, pour moi, on était au niveau 1 de l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'on a appris les formes. Alors, les formes, il faut les connaître, c'est très bien, mais sincèrement, quand on commence à croiser des valeurs économiques et politiques, ça commence à être beaucoup plus passionnant. Le contexte économique, il est fondamental parce que c'est une affaire d'argent. De toute façon, il n'y a pas de construction sans argent. Construire une cathédrale coûte une fortune bien supérieure à celle du roi de France à cette époque, pour vous donner une idée. Ça expliquera évidemment les temps de construction qui peuvent être très longs. Et ce n'est pas du tout forcément lié à une question technique. On voit avec la Sainte-Chapelle qu'on peut construire une Sainte-Chapelle
très intéressante et très imposante, même si c'est pas la taille de la cathédrale, techniquement, elle est quand même très intéressante et on l'a construite, je crois, en 4 ou 5 ans. Donc, on a des constructions qui peuvent être extrêmement rapides, c'est rare. À l'échelle de la cathédrale Notre-Dame, évidemment, ce ne sera pas le cas parce que c'est lié à l'argent. Le contexte économique, c'est le passage d'une économie vivrière où en fait la production agricole est concentrée évidemment dans les campagnes, les dépenses et l'exploitation de cette pratique, de ce produit agricole se fait à la campagne. En gros, ce qu'on produit, on le mange. Et puis quand il va y avoir du surplus, eh bien, il va falloir créer des lieux où on va vendre le surplus. Et ça va amener la création des bourgs. Et ça va enrichir les bourgeois. Et ces bourgeois, la quintessence de ça, c'est Paris. Paris, ville de bourgeois, c'est-à-dire le bourgeois parisien qui crée cette manne économique avec le marché. Alors le marché, la foire, c'est l'époque gothique, c'est l'époque des grandes foires, des grands chemins aussi de communication sud-nord qui passent par, vous savez, la Champagne, par exemple. Donc, on évitera d'ailleurs certaines zones du côté du Rhin, etc. On va passer vraiment, parce que les voies sont pas navigables, on va passer par l'intérieur de la France et ça va générer toute une culture parce qu'il y a un afflux économique. Et à Paris, il y a une foire très importante, c'est la foire de Landy qui se trouvait non pas à Paris directement, mais dans le territoire de Saint-Germain-des-Prés, qui était à l'extérieur, et qui va effectivement permettre un afflux de moyens financiers. Pour revenir à la situation du centre de Paris et donc de cette île qui est quand même assez géniale comme configuration, j'avais un prof qui disait Paris est Paris parce que c'est quand même un lieu assez génial. On a un fleuve à peu près navigable, on a des îles qui permettent de se replier et puis on a deux éléments, vous le verrez, importants, on a du bois autour et on a de la pierre. Alors, en plus, on rajoute le fait qu'on a le sol qui est plein de glaise pour faire éventuellement la poterie, etc. Eh bien, vous avez une sorte de combinaison géniale de tout ce qu'il faut pour eh bien, avoir une ville qui va devenir capitale. L'île de la Cité du XIIe siècle n'est pas aussi chargée que sur la maquette que je vous présente. Et cette maquette a néanmoins l'avantage de vous rappeler que la cathédrale s'inscrit dans un espace qui est double. Il y a un côté religieux qui se trouve effectivement eh bien, de son côté. Et puis l'autre pan de l'île, c'est le pouvoir politique avec le palais qu'on appellera plus tard de justice, mais qui est le palais tout simplement du roi, un des palais du roi. Voilà, ça c'est une reconstitution de la fin du Moyen-Âge à peu près, et on voit les deux pôles qui sont très importants. Ces deux pôles, ils sont importants parce qu'on y a vu longtemps dans une tradition historique très française, que là encore il va falloir peut-être revisiter, qu'on revisite de toute façon, c'est la guerre supposée ou existant entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est vraiment très supposé et vous verrez une nouvelle lecture, par exemple, de la façade de la cathédrale. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte que Maurice de Sully, le fondateur, l'évêque, parce que Paris n'est pas un archevêché, ça vous le savez, il ne le sera qu'à l'époque de Louis XIV. Donc l'évêque de Paris qui prend la décision de construire à la mode gothique sa nouvelle cathédrale, c'est un petit paysan obscur, comme le dit cet ouvrage, bien daté des années 50, dans laquelle l'auteur n'hésite pas à faire appel à la Vierge pour s'inspirer. Donc on est effectivement dans une écriture qui n'est peut-être plus tout à fait de mode aujourd'hui, mais en tout cas, elle a le mérite d'avoir été la biographie de Maurice de Sully, personnage extrêmement obscur, difficile même à resituer. Maurice de Sully fait effectivement partie de ces petits gens, c'était un fils unique d'une femme pauvre qui portait du bois pour un monastère. Le monastère finit par adopter ce petit paysan, par l'éduquer. Il est extrêmement brillant, extrêmement intelligent. Bref, il finira par aller étudier dans une abbaye parisienne qui s'appelle l'abbaye Saint-Victor, d'un très grand prédicateur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chanoines vont l'élire évêque. Parce qu'un évêque, il a un rôle, c'est un rôle de communicant. Et puis, c'est aussi le rôle de ramasser l'argent. Et ça, et Maurice de Sully le faisait très bien parce qu'il faisait venir des gens qui venaient l'écouter et puis surtout, il avait des contacts assez bons, assez équilibrés avec les gens de pouvoir et notamment le roi de France, Louis VII, avec qui il avait été étudiant dans l'abbaye Saint-Victor. Juste pour terminer sur Maurice de Sully, donc le fondateur, l'instigateur de cette cathédrale, c'est un homme qui devait être d'une certaine modestie,
que ses successeurs n'auront point, puisqu'il refusera de se faire ensevelir dans la cathédrale Notre-Dame. Et vous allez voir qu'il va y avoir une évolution vers ce que l'on a droit de faire dans un lieu religieux comme tel. Et Maurice de Sully, à cette époque, ne s'autorisait pas à être simplement enterré. Nous avons une conception aujourd'hui peut-être pas très claire des liens qu'il pouvait y avoir entre la cathédrale et son environnement direct. Dans cette île de la Cité, il y a un hôtel-Dieu qui a été fondé d'ailleurs par Maurice de Sully, sans doute à peu près à la même époque. Il y a un évêché où l'on vit, c'est côté sud, alors c'est un espace très réduit entre la cathédrale et la Seine. Et puis de l'autre côté de la cathédrale, je leur montrerai plus tard, il y a le cloître des chanoines. Et les chanoines sont très importants. Les chanoines, ce sont eux qui, plusieurs fois par jour, vont entrer par une petite porte, ce qu'on appellera la porte rouge, pour aller directement dans le cœur de la cathédrale et prier. Et ces chanoines, ils ont leur mot à dire. Ce sont eux qui gèrent l'argent, ce sont eux qui gèrent même les conditions du chantier. Il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire religieuse, de guerre, en tout cas de malentente entre le collège de chanoines et puis son évêque, son patron. Ce sont des liens souvent compliqués et en l'occurrence, la bonne entente entre les deux est très importante pour faire fonctionner un projet pareil. Louis VII le Jeune, pardon, c'est l'époux de Aliénor d'Aquitaine, époux malheureux, en tous les cas mal inspiré, puisqu'il va divorcer et ce lien avec une épouse qui vient du Sud est important parce que ça n'est pas le dernier. Vous aurez Saint-Louis qui aura une épouse qui viendra du Sud aussi, c'est Marguerite de Provence. On aura aussi Philippe Auguste entre les deux. C'est Constance de je ne sais plus quoi, peut-être aussi de Provence. Et ce sont des femmes qui vont apporter à la capitale ce qui lui manque, c'est-à-dire une culture du Sud. Et cette culture du Sud, par exemple, la forme de la rose, dont on parle beaucoup dans les vitraux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une forme qui est inspirée des croisades, parce que c'est la géométrie arabe, mais c'est aussi une poésie. Et la poétique gothique est très inspirée par l'esprit troubadour. Et l'esprit troubadour, elle provient du sud de la France. Hein. On dit toujours qu'Aliénor est choquée de voir une ville si grise. Et je pense que c'est un aspect important parce que dans une cathédrale gothique, il va y avoir les vitraux, il va y avoir la lumière. Ce sont bien sûr des options religieuses différentes, mais c'est aussi un art peut-être même de concevoir la vie et la lumière qui est complètement distincte. Il faut bien évidemment se remettre dans l'idée que ce style va naître dans le domaine royal français, qui est un domaine plutôt petit si on le compare aux autres duchés et comtés de France. Le roi de France est bien loin d'être le plus puissant, il est aussi bien loin d'être le plus riche. Et quand on regarde au fond cet ancien portail de l'ancienne cathédrale qui précède Notre-Dame et qui est récupéré, je vous l'ai dit, pour la nouvelle, c'est celui qu'on appelle Sainte-Anne, eh bien que voit-on? Nous voyons un évêque qui est debout, au centre donc la Vierge qui est trônante dans une formule très romane, et puis de l'autre côté, agenouillé, il y a un roi. Et je crois que tout est dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre des deux pouvoirs, il y a en tous les cas une association avec une certaine humilité cependant qui est rappelée au roi puisque le roi est agenouillé. Lorsque Notre-Dame va être conçue, alors dans l'esprit de qui? Eh bien, dans l'esprit de celui qui la commande. On a tendance, dans l'architecture gothique, à concevoir l'architecte comme étant celui qui donne les ordres. C'est une maîtrise d'ouvrage. On va voir que le nom de Maître Richard, qui est celui qui va ordonnancer les travaux, on l'a retrouvé, on le connaît. Mais ça n'est pas un architecte au sens Jean Nouvel du terme. On va avoir des pratiques techniques qui vont être pratiquées par ces personnes qui travaillent en tout cas avec des traces que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de plan, par exemple. Vous savez, le seul plan que nous ayons d'un travail d'architecte de cathédrale, c'est celui de la cathédrale de Strasbourg. Et encore, il date du XVe siècle. Donc, qui a conçu ce projet? C'est sans doute des gens qui appartiennent au Collège des Chanoines et puis sans doute l'évêque lui-même. Quand j'étais étudiante à l'école du Louvre, les cathédrales gothiques, c'était un enfer. C'est un enfer parce qu'on avait l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Alors évidemment, il y avait des différences de hauteur, de machin, mais enfin, sur un cliché, reconnaître quelle cathédrale il s'agissait, c'était très compliqué. Ce que je trouve très étonnant, c'est qu'on ne nous est pas franchement expliqué à l'époque, en tout cas, je ne l'ai pas entendu, que chaque cathédrale procédait d'un programme qui pouvait essayer de ménager, comme on dit, la chèvre et le chou. Alors là, c'est plus que la chèvre et le chou, c'est une sorte de gros programme avec plusieurs options.
La première option, qui n'est pas des moindres, c'est que le roi de France, qui officiellement n'habite pas encore Paris complètement comme étant capitale, puisqu'il n'est pas encore un roi itinérant, mais néanmoins, avec cette ville des bourgeois de Paris, qui est quand même très importante, parce qu'elle est très bien située et centrale, et il y a ce palais, on verra avec Philippe Auguste que les choses vont s'asseoir définitivement, mais pour l'instant, c'est en train de se faire. Et néanmoins, il y a cette option de faire de Paris la Rome du Nord. Alors, qui dit Rome du Nord dit, regardez à quoi ressemble la basilique Saint-Pierre de Rome à cette époque. C'est une basilique qui présente ce profil que vous avez sur l'image, c'est-à-dire un faisceau avec une enfilade de colonnes à chapiteaux qui reprend l'architecture antique, et surtout qui est dominé non pas par une voûte, et c'est très important, mais par un plancher. Par un plafond de bois. Ce plafond de bois permet évidemment une élévation plus aisée, puisque nous n'avons pas ce problème des poussées, etc. Et ça, c'est important parce qu'il y a cette idée de faisceau que nous allons retrouver à l'intérieur de Notre-Dame. Je vous demande de conserver cette idée d'une enfilade de colonnes toutes identiques, surtout terminées par un chapiteau. Le second modèle, ou plutôt la seconde ambition de cette reconstruction, c'est la concurrence directe avec un abbé qui est au nord de Paris, et c'est l'abbé Suger. L'abbé Suger est un personnage éminent parce qu'il a su donner à son abbaye un rôle fondamental pour la stabilité du royaume de France, à savoir la conservation des régalias. C'est à l'abbaye de Saint-Denis, dans le trésor, que nous conservons les éléments qui vont permettre la Sainte Onction lors du sacre. Alors, les rois sont sacrés à Reims, ils ont leur régalia conservé à Saint-Denis et ils seront enterrés à Saint-Denis. Et ça fait beaucoup de mentions de Saint-Denis et ça n'en fait aucune pour Notre-Dame de Paris. Et là, on voit une concurrence évidente avec une construction dans une ville qui cherche à prendre de l'ampleur, qui a toute la légitimité de le faire, mais qui est concurrencée par notamment cet abbé. Alors, c'est normal aussi qu'en sortant du Moyen-Âge, le pouvoir, ce soit les abbayes. En sortant de l'ère romane, le pouvoir, ce soit les abbayes. Là, on est tout à fait en cohérence avec même le principe économique. Cet abbé Suger va transformer l'architecture de son abbaye. En 1142, il procède à des travaux, refait le déambulatoire de son chœur et exploite pour la première fois le principe de l'arc brisé associé à la voûte d'ogive. Ces deux éléments, ils existaient déjà dans le patrimoine architectural, mais ils n'étaient plus exploités depuis l'époque romaine. En tous les cas, ils n'étaient pas associés ensemble, l'arc brisé et la voûte d'ogive. Et c'est ce que va faire cet abbé, qui va donc en profiter pour créer des ouvertures dans les murs, puisque les murs seront moins épais grâce au système, et ça lui permettra de faire entrer la lumière. Pour caricaturer un peu les choses, les murs très épais tenus par des piles tout aussi épaisses de l'architecture romane sont allégés en termes je dirais de force parce qu'on va transformer la direction de la poussée de la voûte par la pratique de cet arc brisé. On peut le remettre juste pour le plaisir. Voilà, on enlève ces étais très imposants, on soulève ces grandes arcades que l'on brise. La dynamique ici de la poussée se fait verticale. Et alors après, il va falloir ajouter un troisième élément qu'on ne voit pas ici dans ce schéma. Et ce troisième élément, c'est tout simplement l'arc-boutant. Apparu un siècle plus tôt en Bourgogne, permet au mur de prendre de la hauteur. Le deuxième, la voûte d'ogive, venue de Normandie, répartit mieux les forces des voûtes et permet à l'édifice de prendre de la largeur. Le troisième attribut est l'arc. Voilà, le troisième attribut, c'est ça, pardon, et c'est comment on appelle ça, l'arc-boutant. Voilà, l'arc-boutant qui est à l'extérieur du bâtiment et que l'on va exploiter, notamment à partir du chœur de Notre-Dame. Venu lui aussi de Bourgogne, cet arc de maçonnerie permet de contrebuter la poussée latérale des voûtes de l'extérieur. L'arc-boutant est l'élément le plus visible et le plus spectaculaire de l'architecture gothique. Impossible de penser. Voilà. Alors, lorsque en 1161, on pense à reconstruire ou à construire notre cathédrale de Paris, nous avons des précédents, puisque la cathédrale de Noyon a immédiatement pris le pas sur le modèle de Saint-Denis pour reconstruire cette cathédrale de manière extrêmement précoce,
comme l'abbé Suger l'avait fait pour, en tout cas, le chœur de Saint-Denis, mais là, c'est carrément la nef de Noyon, qui est donc considérée comme la cathédrale gothique la plus ancienne de France, de 1145. On a ensuite la cathédrale de Sens. Et là, c'est très important parce que Sens, c'est l'archevêché auquel appartient Notre-Dame. Donc, on peut dire que c'est le patron de Notre-Dame. Et cette cathédrale de Sens, dont la nef sera achevée en 1164, donc un an après les débuts des travaux pour Paris, sera même inaugurée à l'époque par un pape. Et on verra que ça va créer un précédent et qu'on va tenter de faire aussi bien. En tout cas, cet opus francigenum, je vais y arriver, francigenum, opus francigenum, c'est-à-dire cette manière de construire façon française, c'est comme ça qu'on l'appelait, ne s'appelait pas du tout gothique à cette époque, c'est un surnom qu'on donnera bien plus tard lorsqu'on ne comprendra plus cette architecture, qu'on trouvera absurde, et qui dit absurde dit go, c'est-à-dire les Germains. Alors, cette éclosion, ce modèle qui va essaimer, on voit très bien qu'il y a un précédent et que ça va vraiment donner des idées à tout je dirais, une espèce de noyau de cathédrale qui va s'étendre en Normandie, terre extrêmement riche, le nord, le centre de la France. Et à partir du XIIIe siècle, nous aurons bien le fait que les maçons, les compagnons, pardon, vont partir sur les routes pour amener leur savoir-faire à l'étranger, et ça va amener le style gothique dans toute l'Europe. Alors avec une conséquence néfaste, c'est que la main-d'œuvre va être difficile à trouver à partir du XIIIe siècle. Ça va créer un ralentissement des chantiers parce que les gens vont aller exploiter, vont aller se faire payer plus cher ailleurs, etc. Puisqu'il n'y aura plus, finalement, les compétences vont un petit peu partir. Le troisième modèle et la troisième chose qu'il va falloir réfléchir lorsqu'on va vouloir concevoir cette cathédrale, c'est son plan. Là, on a décidé, je dirais, d'avoir une nef qui nous rappelle Saint-Pierre. Il va falloir voir en quoi. Nous voulons ensuite une élévation gothique pour être à la hauteur des nouveautés. Et la troisième chose va être le plan général pour permettre un afflux de pèlerins, parce que Notre-Dame va se vouloir aussi accueillante. Nous sommes sur la route de Compostelle, donc il va falloir accueillir. Et pour ça, il nous faut une largeur tout à fait spécifique. Vous savez qu'on emploie le vocabulaire de nef pour l'artère principale de la cathédrale et de l'église. Je vous rappelle que c'est un vocabulaire de charpentier, de marine. Et d'ailleurs, pour penser aux voûtes, il suffit de penser à une coque de bateau retournée, et vous l'avez au-dessus de vos têtes. C'est pour ça d'ailleurs qu'en en Norvège, ce sont les mêmes personnes qui font les bateaux des Vikings et les toits des cathédrales. Mais en tous les cas, cette idée de nef va être multipliée puisqu'il y aura une nef principale, mais aussi des bas-côtés. Et on est à peu près au maximum de la largeur connue, c'est-à-dire 5 travées, l'une centrale et double bas-côté de chaque côté, donc cette largeur imposante. Vous noterez que contrairement au plan de Cluny, le plan de Notre-Dame est frappant par le fait que le transept ne sort pas, c'est-à-dire qu'il est complètement intégré à l'intérieur d'un faisceau extrêmement régulier. Et un autre élément tout à fait frappant, c'est que les chapelles non plus ne sortent pas. Les chapelles, je veux dire par là, le déambulatoire avec ses chapelles au niveau de l'abside ne sort pas. Et on a quelque chose d'extrêmement géométrique dans le dessin de la cathédrale Notre-Dame que nous ne retrouverons pas dans les autres cathédrales, dans cette espèce de linéarité qui nous fait penser là encore un savoir-faire qui nous vient des croisades, c'est-à-dire un savoir-faire géométrique qui a été récupéré, comme l'emploi par exemple du compas, qui venait des transferts de compétences qu'il y a pu avoir par le biais des contacts avec les savants, notamment du monde arabe. Et là, vous voyez la différence évidemment notable avec une architecture romane où l'intérieur de l'espace sacré est visible de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on voit comment ces petites chapelles s'égrènent, on a des différences de toiture, par exemple, ce qui va être beaucoup plus difficile à distinguer dans l'architecture gothique parce qu'il y a cette conception d'unité qui est vraiment extrêmement importante. Alors, une fois qu'on a à peu près mis notre plan sur la table, on a cette idée d'élévation, on a cette idée de plan, maintenant il va falloir trouver les matériaux. Les matériaux, on a la chance en Île-de-France, c'est bien pour ça d'ailleurs que c'est un lieu formidable pour construire les cathédrales. Il y a dans quelques reportages que vous trouverez sur le net une idée qui est souvent reprise, et je ne peux pas la vérifier, donc je la reprends comme telle, c'est qu'on a extrait de terre plus de pierres à l'époque gothique que dans l'Égypte antique pour construire leur temple.
C'est vrai que c'est assez impressionnant si on pense évidemment aux pyramides d'Égypte et tout ce qu'ils ont pu faire, de se dire qu'on a, en l'espace de 2 siècles, 3 siècles, eh bien, extrait autant, voire plus de pierres que cette civilisation qui nous est magique. Donc voilà, c'est pour vous dire l'activité conséquente. Alors, le bois est fondamental. Ça, c'est vrai que ça va être le grand problème de l'époque. Et d'ailleurs, ça reste un problème, ce fichu arbre, c'est qu'il ne pousse pas forcément aussi vite qu'on voudrait. Alors, nous, on a tendance à avoir les problèmes finalement que le Moyen-Âge avait, mais pour d'autres raisons, c'est qu'on a besoin d'arbres et ce sont des bois centenaires qui doivent être utilisés. Ils ne sont pas seulement utilisés pour la charpente, celle qui est partie en flammes, en fumée et qui nous fait tant pleurer aujourd'hui. Non, ils sont utilisés, le bois est utilisé pour tout. Il est utilisé pour faire les machines de levage et il est surtout utilisé pour faire les cintrages. Et ça, c'est assez intéressant parce que Notre-Dame aujourd'hui est soutenue par un système de cintre en bois qui reprend en fait à peu près ce qu'on utilisait pour sa construction. Le deuxième élément, et là encore l'Île-de-France et les vernis, c'est la pierre. C'est cette pierre calcaire. Donc, on va aller dans l'Oise. En plus, on a la chance, évidemment, d'être à quai, c'est-à-dire que les transports se font par bateau. Ils sont très aisés. Notre-Dame elle-même est au bord de la Seine. Enfin, bref, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. En tout cas, il n'y a pas de problème de moyens pratiques et techniques. Les seuls problèmes qu'il pourrait y avoir, ce sont des problèmes, évidemment, de pas de chance de construction, parce que ça, vous allez voir qu'on est un peu sur de l'empirique, hein, et l'empirique, c'est de l'empirique, et puis surtout, évidemment, les problèmes financiers. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, notre seule vision du chantier de la cathédrale était celui des enluminures, des représentations qu'on pouvait trouver dans les livres, qui sont d'ailleurs souvent postérieures aux constructions, très postérieures, parce que la plupart de nos enluminures datent de la fin du Moyen-Âge. Alors là, nous sommes au XIIe siècle. Néanmoins, ils nous permettent de savoir que les tailleurs de pierre travaillent devant la cathédrale en cours de construction. Donc, on amène des blocs peut-être de plusieurs, en tout cas une tonne facile, voire deux, et on les taille sur place. Donc, ces compagnons qui procèdent à tout un tas d'éducation, de reconnaissance. Et puis, il y a ce magistère, ce maître, qui est là pour organiser. C'est pas un architecte au sens peut-être on l'entend, encore que ce serait un ingénieur architecte. Il est là pour vraiment prendre les décisions et surtout faire cette idée de cohésion, d'organisation. L'un des éléments visibles dans l'urbanisme parisien de cette construction formidable, ça a été un plan d'urbanisme, alors avec des guillemets, parce que nous sommes au Moyen-Âge et au Moyen-Âge, vous savez, les rues sont organisées autour des maisons ou des bâtiments, c'est-à-dire qu'on construit et après on tourne autour pour passer. Bon, c'est pas tout à fait pratique et c'est pour ça que tout est complètement tordu. Eh bien, pour la première fois, dans le cadre de cette construction, on va exiger une rue droite qui va être tracée et elle prend un nom, elle s'appelle la rue Neuve Notre-Dame. Quand vous êtes aujourd'hui devant la cathédrale sur le parvis, vous pouvez regarder, vous avez le tracé de la rue Neuve qui a été repris, ce qui nous donne une idée de la largeur de cette rue qui fait, je crois, 6 mètres de large et qui était à l'époque une rue très large. Donc 6 mètres de large, c'est très large, c'est très droit et tout ça pour permettre l'acheminement éventuellement des personnes qui travaillent, etc. Et puis mettre une sorte d'ordre, entre guillemets, sur ce territoire. Donc ça, c'était la nouveauté. Et Victor Hugo a beaucoup râlé, à juste titre, lorsque l'on a rasé les devants de la cathédrale Notre-Dame, puisqu'il a dit les cathédrales n'ont pas été faites pour être vues dans un désert. Il faut avouer que c'est plus facile pour prendre la photo, hein, d'avoir ce parvis très très long maintenant. Peut-être qu'un jour viendra, on aura envie de reconstituer tout ça, j'en sais rien. Vous savez, ça s'est fait beaucoup en Allemagne, notamment parce qu'il y a eu la guerre qui a tout bombardé. Donc aujourd'hui, on reconstruit à l'identique. En tout cas, grâce à l'ordinateur, on a une petite idée de la chose. Si vous allez à Strasbourg, encore une fois, vous aurez la profondeur du parvis telle qu'elle devait être à l'époque, c'est-à-dire un parvis qui n'est pas très profond et une grande difficulté à prendre en photo la façade. En 1177, le chœur est très bien avancé. Nous sommes en train de procéder à une étape fondamentale, c'est le fait de couvrir le chœur. Donc, on achève les murs gouttereaux, on crée des arcs-boutants qui tiendront les voûtes, mais les voûtes ne sont pas là. Attention, hein, on fait les murs, on fait les arcs-boutants et les culées et nous attaquons le couvrement parce qu'il faut couvrir, il faut protéger de la pluie. Et donc, c'est une charpente qui doit être posée. Elle est posée pour tenir une toiture et cette charpente, eh bien, elle est là. Elle se pose là, magiquement. On l'appelle la forêt parce qu'effectivement, une partie est datée encore du XIIe siècle, hein, dans ce qui a été détruit. Une partie avait été restaurée par Viollet-le-Duc.
Et là-dessus, on pose le toit de plomb. Voilà. Alors ça avait été offert par Maurice de Sully, hein, puisqu'il n'est pas encore mort, il est encore là, il a vu le couvrement de, de son cœur extrêmement profond, très long. Et là, on a mis le toit, on a mis la charpente, et il nous reste maintenant à faire le plafond, si vous voulez, de cet espace. Et évidemment, la question qui se pose techniquement, c'est pourquoi on ne ferait pas un plafond plat? Enfin, si vous mettez un plafond plat maintenant, ben, ça vous coûte pas trop cher, c'est techniquement pas compliqué, donc on n'aura pas de problème de pousser machin truc. Et puis voilà. Eh bien, c'est pas l'option qui est prise. L'option qui est prise, c'est la voûte de pierre, qui est l'option la plus délicate. Alors, cette voûte de pierre, elle sert à deux choses qui ont toute leur importance dans le contexte que nous connaissons. Et je crois, une chose fondamentale, c'est le feu. C'est-à-dire que le problème des cathédrales, c'est qu'elles brûlent. Elles ont brûlé. Alors, c'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude. La dernière fois, pour nous, qu'une cathédrale avait brûlé, c'était pendant la guerre. Donc, c'était Reims. Donc, forcément, on est traumatisé à double titre parce qu'on se dit qu'on n'avait plus, on n'était plus soumis aux désastres du passé. Mais vous voyez que maintenant, on renoue même avec les épidémies. Donc, il faut qu'on se, voilà, qu'on se dise qu'on est comme les hommes d'autrefois. Donc, la crainte du feu est fondamentale. Et de toute façon, la crainte du feu, c'est sûr qu'il faut tous l'avoir, sans doute tout le temps, et que peut-être on était un peu trop prétentieux à cet égard. Donc le feu, quand il prend dans la charpente, c'est foutu, ça on l'a vu, et donc la seule manière de protéger l'église, c'est qu'il y ait un barrage qui va jouer le rôle qu'il jouera, c'est ce barrage de pierre. Et on peut se rendre compte que dans l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, il a joué son rôle parce que, oui, en effet, quand on voyait ce toit en flammes et cette puissance du feu, peut-être certains pensaient que ça brûlait à même égard à l'intérieur et que tout était foutu. On a du mal de percevoir que non, il y avait cette voûte de pierre qui a quand même protégé et elle a bien joué ce rôle. Alors évidemment, l'endroit où la flèche a cassé la voûte, bon, ben là, ça s'est tombé. Mais enfin, le feu n'a pas pris dans la cathédrale, on a pu l'arrêter avant. Alors, le problème de la construction d'une voûte, et là je vais faire très court, c'est qu'il faut ces cintres en bois que vous voyez là. Et là, vous voyez comment on met les blocs de pierre sur le bois. Voilà. Et là, c'est très compliqué, c'est qu'on enlève le cintre. On enlève le cintre et le moment où on va enlever ce cintre de bois que vous avez là, et vous voyez les systèmes d'échafaudage, hein, sont des systèmes d'échafaudage qui prennent appui au fur et à mesure sur ce qui est déjà construit. On n'a pas des échafaudages comme aujourd'hui de bas en haut, hein, c'est vraiment des systèmes comme ça d'autoportée. Lorsque le cintre en bois, qui est une construction absolument incroyable, va servir de matrice pour poser les pierres sont tenues avec du mortier. Le mortier est fondamental, c'est lui qui fait la colle, hein. Et ensuite, il y a effectivement ce système d'auto-poussée, c'est-à-dire de pression de la pierre l'une par rapport à l'autre. On met la clé, quand on dit la clé de voûte, c'est très important, c'est elle qui tient tout ça en équilibre. Et on s'en rend compte assez facilement si on faisait nous-mêmes, je ne sais pas, un jeu avec des boîtes. Hein, vous prenez plein de boîtes les unes à côté des autres et puis vous arrivez comme ça à les tenir et puis vous les faites un peu monter en serrant fort. Si vous serrez fort, vous allez avoir une courbe qui va se faire. Bon, bah voilà, c'est un petit peu le principe. Et ce qui est sûr, c'est que quand on enlève le cintre, alors là, c'est là où on voit si ça craque. Et bon, il faut se le dire, ça a dû craquer, c'est sûr. Peut-être qu'on n'a pas gardé trace, mais il y a forcément des accidents parce que il suffisait que le mortier n'ait pas été bien préparé, qu'il n'ait pas bien pris, etc. Donc, il y a beaucoup d'accidents sans doute. Et ce que nous avons conservé, c'est évidemment le produit fini. Alors, une fois qu'on enlève le cintre en bois et qu'on voit ce qui reste, et donc ça tient, là, on est très content. Mais maintenant, il y a l'étape fatale, importante, c'est comment cette voûte de pierre va faire pression sur le mur et comment les arcs-boutants derrière vont tenir et comment la culée des arcs-boutants va tenir. Et donc tout ça, c'est un déplacement de poids et de charge vers l'extérieur. Et dans Notre-Dame, ce qui est assez impressionnant, c'est que si vous regardez cet élément-là par rapport au mur Goutreau, ce qu'on appelle le mur Goutreau, vous allez constater qu'il est à peu près parallèle.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de basculement. Et puis, si on avait eu un, et ben tant pis, hein, de toute façon, à ce moment-là, l'architecture de sa vie, c'est-à-dire que on observe ce qui se passe et il n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne. Et je vais vous dire, quand vous écoutez aujourd'hui les spécialistes qui sont là à travailler sur Notre-Dame, il y a encore une part de choses comme ça, c'est-à-dire qu'on observe comment la voûte aujourd'hui se comporte quand elle n'a plus son toit et sa charpente sur elle. On se dit comment elle va réagir. Il y a un côté vivant, hein, c'est un organe. Hein, une cathédrale et une construction de manière générale, c'est un organe. Voilà. Alors, ce travail, il est important aussi de concevoir que la cathédrale, elle procède d'un fonctionnement assez ancien. C'est un fonctionnement dans lequel on a une croisée sur un plan qu'on appelle sex-partie, c'est-à-dire qu'on croise non pas travée par travée, c'est-à-dire que je n'ai pas un croisillon par travée, j'ai je croise sur deux travées, pour faire en fait un rectangle, si vous voulez, un peu plus large. Et c'est beaucoup plus facile. Et on verra que ça a une importance parce que ça crée normalement une poussée irrégulière. C'est-à-dire qu'il y a ici plus de poids là, moins de poids là, et plus de poids là. Et ça construit beaucoup, disons, l'intérieur de la cathédrale. Si je regarde où j'en suis et je m'interroge à quoi ressemble la cathédrale lorsque je suis dans cette première phase, je constate que les arcs-boutants ressemblent à ça et qu'aujourd'hui, ils ressemblent à ça. Et là, il ne faut pas être grand architecte pour se dire qu'il y a dû y avoir des transformations postérieures. Et la réponse est oui. Mais pour l'instant, on en est là. En 1182, on ferme le chœur. Le chœur est inauguré, le pape est là, tout le monde est content et Maurice de Sully est encore vivant. Là, je pense que pour lui, c'est une vraie, je dirais, une vraie consécration et surtout un soulagement parce que si un chœur est construit, le reste sera construit. Ça prendra le temps que ça prendra. Alors oui, parfois ça prend très longtemps parce que si vous regardez, certaines cathédrales ont des façades classiques. Dans certains cas, comme Saint-Sulpice, hein, c'est que bon, elle a été commencée très tard. Mais néanmoins, ça peut prendre effectivement beaucoup de temps. Alors, ça c'est un petit clin d'œil parce que vous voyez la Vierge avec la descente du Saint-Esprit dans un intérieur d'église et de cathédrale. Et nous savons que ce qui est dessiné dans cette enluminure de 1420, c'est l'abside de la cathédrale Notre-Dame. Donc là, c'est quand même un élément pour nous de connaissance, même de la manière dont ce lieu était vécu. Il y a un très grand espace pour les chanoines, tout simplement parce que les chanoines sont très nombreux, ils sont 50. Et c'est pour ça que le chœur de Notre-Dame, il est très long. Je vous ai mis ici, regardez, là, vous avez l'abside, et là, vous avez l'espace, le clos, enfin, l'espace pour les chanoines, totalement fermé, c'est ce qu'on appelle le tour du chœur. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui quand on va à Notre-Dame, je vais vous le montrer. Et puis là, il y a le jubé. Bon, lui, par contre, il a disparu. Et ce tour de chœur, il a changé. À l'époque, les chanoines, ce sont des stalles qui remontent à l'époque, je crois, au Rococo, au XVIIe ou XVIIIe siècle, je ne sais plus, XVIIIe. À l'époque du Moyen-Âge, non, ce sont des stalles d'ailleurs extrêmement adaptées en cas de virus, parce que elles vont très haut. Hein. Les moines ne se voient pas, ils sont cachés l'un par rapport à l'autre. Pour la petite anecdote, on ne reçoit pas que les moines dans le chœur de Notre-Dame, on reçoit aussi les curés de paroisse de Paris. Il y avait même une petite phrase qui disait que l'évêque était un peu comme le pape à Paris et qu'il avait ses cardinaux. Parce que on accueille tous les curés de paroisse de Paris et qu'il y a ce côté très collégial. Donc, on accueille beaucoup de monde. Les seules personnes qu'on n'accueille pas, ce sont les laïcs. Ça, c'est quand même très important. Là, vous avez la sphère hein, et puis la croix. C'est la clé de voûte de l'abside de la cathédrale. Côté nord, sur ce chœur, dans ce chœur, il y a une porte. Cette porte permet d'accéder directement à ce que nous appelons le clos des chanoines. Donc, c'est ça, le clos des chanoines, c'est ici, c'est le cloître dans lequel les chanoines ont leur résidence. Et ces chanoines sont importants parce qu'ils forment l'élite intellectuelle de l'Europe, ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire le fondement intellectuel du Moyen-Âge. L'école Notre-Dame est très importante, elle sera concurrencée plus tard par la Sorbonne, mais pour l'instant, enfin en tout cas, elle a été très importante. Et pourquoi j'ai mis ici à nouveau mon portail? Ah oui, parce que là, si vous regardez, vous avez un petit clair ici qui est écrit, et c'est quand même assez frappant de voir sur ce tympan la présence du clair à côté derrière l'évêque. Ça, c'est quand même ce pouvoir du chanoine qui est derrière et qui est très important. Au début du XIIIe siècle, notre
transept est terminé. Vous voyez ici une rose qui ne ressemble pas du tout à celle actuelle, donc on voit qu'il y a eu des travaux postérieurs. Et puis, nous attaquons la nef. Alors, nous attaquons la nef, la voici. Et donc, voici cette vue que j'avais commencé à anticiper, c'est-à-dire quelque chose de très propre à Notre-Dame, et vous ne pourrez plus confondre avec une autre cathédrale. Ce sont ces piles que vous avez là, ding, 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 regardez, ce sont des fûts lisses. Ces fûts lisses ne rendent pas compte des petits faisceaux qui descendent de la voûte. Ces faisceaux sont stoppés par des chapiteaux imposants que vous avez là aussi. Bon. Et du coup, il y a une autre chose qu'on ne voit pas, c'est que je reprends le principe de ces voûtes qui croisent, regardez-les, qui croisent un sur deux. Eh bien, comme je l'ai dit, vous devriez avoir ici une scansion, on devrait avoir une pile forte, une pile faible, une pile forte, une pile faible, et ça, on ne le voit pas du tout. La nef est parfaitement régulière. Donc, l'évocation de Saint-Pierre de Rome, elle est là. Par contre, voilà, si je compare avec Reims, ben, vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, vous avez les faisceaux qui descendent jusqu'en bas. Donc, c'est exactement ce qu'on n'a pas. Et puis, il y a une mauvaise photo. Cette mauvaise photo, c'est la seule que j'ai trouvée. Pour montrer quoi? Pour montrer les deux bas-côtés. Ces deux bas-côtés, quand vous regardez les piles des bas-côtés, j'espère que vous pouvez voir, vous avez ici une pile avec plein de petites colonnettes, et ici, vous en avez une qui a rien. Ici, il en a plein, ici, il en a rien. Et pourquoi? Parce que cette régularité se paye. C'est-à-dire qu'il faut bien, à un moment donné, rappeler que dans la construction de cette voûte, il y a des poussées irrégulières. 1 sur 2, il y a de la force. Donc, il a fallu déplacer le problème, et ce sont les bas-côtés qui ont cette irrégularité visible. Donc, c'est là où on va se loger finalement ce rythme. En 1220, on attaque la façade. Elle fait 43 mètres de haut, elle s'élèvera à 43 mètres de large, pardon, elle s'élèvera à 69 mètres de haut. J'ai oublié de le dire, pardon, la hauteur sous voûte dans la nef est de 33 mètres, c'est tout à fait 10 mètres de plus que Noyon, donc on a bien gagné, on a gagné en force, et nous sommes encore bien en deçà de Bourges, et surtout évidemment de Beauvais, mais pour Beauvais c'est 48, mais ça tombe, donc là je sais pas si ça compte, mais enfin en tout cas c'est tout à fait honorable. Alors cette façade, elle est très large, très imposante, elle va se terminer par 2 tours tout à fait repérables dans le paysage. Je crois qu'on a de peine aujourd'hui avec nos bâtiments plus imposants à concevoir la force visuelle que ça a dans un paysage urbain à l'époque où la plupart des maisons correspondraient pour nous à un immeuble de 2 étages ou de 3 étages, donc au maximum. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très frappant et c'est bien la chose très importante, c'est que Paris va posséder ce repère très fort de la cathédrale dans le paysage. Au premier niveau, vous avez ces 3 portails gothiques avec cet arc brisé, cet ébrasement, ces tympans qui, on le voit ici, n'hésite pas à réutiliser des choses anciennes. Et puis, on a les sujets, ce qu'on appellera cette Bible de pierre, avec au centre un sujet de Christ, de Christ juge, d'ailleurs un sujet qui nous parlera des morts, de la pesée des âmes avec Saint Michel, donc quelque chose qui est assez inquiétant et qui est exactement dans le principe des portails romans. Hein. Vous connaissez les portails romans. Les portails romans, quand vous entrez dans une église romane, on vous dit le Christ du jugement dernier. Hein. On est comme ça, on a très peur. Alors, dans le gothique, il y a autre chose, c'est la présence de la Vierge. Et la Vierge, elle fait moins peur. Voilà, donc alors, bon, 80% de ce portail est du 19e siècle parce qu'il a été complètement martelé par la Révolution. Enfin, on a repris quand même le même principe. Et d'ailleurs, vous constatez l'importance de la sculpture parce que ce sont des tympans qui sont très riches. Avec 3 niveaux ici de sculpture. Et puis, il y a des sculptures de trumeaux. Ces sculptures de trumeaux, elles sont toutes refaites parce qu'elles ont été détruites. Alors, elles ont été détruites parfois avant la Révolution parce qu'on a changé la liturgie au XVIIIe siècle. On faisait passer des baldaquins, donc il fallait de la place. Donc, on avait cassé ces sculptures centrales. De part et d'autre de ce Christ qui pèse du jugement dernier et de cette pesée des âmes et de ce sujet inquiétant, il y a l'idée des vertus, avec pour la première fois un sujet qui sera repris en Europe très joliment et très souvent. Ce sont les vierges sages et les vierges folles, celles qui vont au devant de l'époux avec une lampe. Les sages ont prévu de
une lampe avec de l'huile et les folles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Donc, elles rateront l'époux parce que la nuit tombera, elles ne verront pas clair. Et les autres, eh bien, elles le trouveront. Ce sont des métaphores autour de l'époux, toujours pour parler évidemment de la rencontre avec le Christ, mais en l'occurrence qui va donner lieu, alors là pas trop pour Notre-Dame parce que c'est très précoce, mais si vous allez un jour en Europe de l'Est, vous verrez que c'est un sujet qu'on trouve souvent et qui donne lieu souvent à des choses assez, je dis pas rigolotes, mais en tout cas très expressives. Sur le côté blablabla nord, vous avez le portail de Notre-Dame, enfin, voilà, où on a Notre-Dame qui est oui, on l'appelle portail Notre-Dame. Alors là encore, c'est une Vierge à l'enfant en statue de Troumeau qui date du 19e, mais l'esprit est important, il est là. La Vierge a eu le Christ en son sein. Elle est la nouvelle Ève, comme on le dit, mais elle est aussi la nouvelle arche. C'est-à-dire que vous avez ici les prophètes de l'Ancien Testament et vous avez ici l'arche d'alliance. Donc, il y a cette idée d'être le nouveau coffre dans lequel les choses se passent. Et au-dessus, vous avez la mort de la Vierge et enfin le fait qu'elle soit couronnée au paradis. Donc là, il y a quelque chose de très narratif, de très linéaire. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle Sainte Anne, qui est agrémenté, et là qui a un profil très roman dans sa sculpture, en tout cas un peu plus maladroit, et qui raconte la vie de Marie, et puis au-dessous, vous avez la vie de Jésus. Et sur ce portail, l'enfance du culte, sur ce portail, il y a une statue de Trumeau qui est importante, c'est la figure de Saint Marcel. La figure de Saint Marcel, c'est un saint patron que la cathédrale va revendiquer. Alors, il y a une église Saint-Marcel, il y a un quartier Saint-Marcel à Paris, mais Saint-Marcel, en tant que saint patron, loge à Notre-Dame de Paris. Il y a un problème pour l'évêque de Paris qui a été de se trouver des saints. C'est-à-dire que Paris regorge de saints. Nous avons Saint-Denis, alors c'est le nord, c'est pas Paris. Alors, dans Paris même, pardon, Sainte-Geneviève, Saint-Germain, c'est pas des moindres, nous avons Saint-Victor. Ce sont des saints qui ont leurs propres abbayes, donc il n'y a pas de possibilité de trafic de reliques. Et ça va être un vrai problème pour Notre-Dame, c'est d'avoir suffisamment de reliques pour endosser son rôle. Alors, vous allez voir que ça va s'enrichir au fur et à mesure. Saint-Marcel qui combat le dragon, donc c'est cette figure de dragon que vous avez là pour sauver la figure d'une endormie. Côté sud, le sud, c'est le côté Seine. Et c'est par là que passe l'évêque quand il va dans son archevêché qui lui-même est côté Seine. Et là, on a le portail de Saint-Étienne, qui finalement est celui qui nous rappelle l'ancien nom de la cathédrale, elle s'appelait Saint-Étienne, et surtout c'est le premier saint, je vous le rappelle, premier personnage à vivre le martyr, il est lapidé, donc on le voit ici, il est en train d'être lapidé, là, il est présenté d'ailleurs, il va être lapidé parce qu'il est présenté devant son juge, on a un soldat qui tient une pierre sur sa tête. Alors, il faut se rappeler que là, pour le coup, nous avons une relique puisque nous avons une pierre du martyr de Saint-Marcel dans le trésor de la cathédrale. En façade, toujours, excusez-moi, très important, deux figures qui ont été très bien respectées dans la restauration 19e. C'est la figure de la synagogue et de l'église, des types de sculptures que nous allons voir aussi partout après en Europe. Je ne sais pas si Notre-Dame l'invente, mais je me demande. En tout cas, on a cette synagogue ondulante, d'ailleurs, d'un point de vue esthétique, toujours plus intéressante que la figure triomphante de l'église qui a toujours un petit côté raide. À l'inverse, la figure de la synagogue, qui donc est dans l'erreur, hein, donc elle est aveugle, elle est cachée, etc. Parfois, elle est bandée, les yeux bandés. Là, en l'occurrence, c'est son casque qui tombe sur la tête. Souvent, elle est plus sinueuse, plus ondulante. Là encore, je vous renvoie à la cathédrale de Strasbourg, où on a un très bel écho. Et puis, il y a cette rose au centre, le premier dessin de rose pour la façade, avec la tête de la Vierge qui va être exactement dans le centre de la rose, et de part et d'autre, Adam et Ève. Et là, une question très importante, puisque entre les deux, nous avons ici une ligne qui, au départ, était vide, il n'y a rien. Et puis, il a été décidé d'y mettre une galerie de rois. Alors, cette galerie de rois, elle a fait couler beaucoup d'encre. Je crois qu'ils sont 23. Ils ont été refaits par Viollet-le-Duc puisque les originaux ont été détruits lors de la Révolution française. Je ne vous apprends rien.
On y a vu à l'époque des rois de France. Et je me rappelle très bien avoir appris dans mon jeune temps que il s'agissait vraiment d'ignorance de la part des barbares de la Révolution, parce que non, des Vandales, comme dirait l'abbé Grégoire, puisque il ne s'agissait pas de rois de France, mais de rois de l'Ancien Testament. Ces rois ont été retrouvés, vous le savez, enterrés, finalement pas totalement détruits, puisqu'on a retrouvé les têtes dans la cour de je ne sais plus quelle banque. Ça a été retrouvé dans les années 60, et finalement les têtes et ce qui reste de ces rois d'origine se trouvent au musée de Cluny. Et là, je refais un appel au peuple en disant: comment voulez-vous avoir une lisibilité de la cathédrale s'il faut aller faire plusieurs musées? On le verra parce qu'il y a des éléments qui sont dans d'autres musées pour reconstituer ce qu'elle a été. Donc, je ferme la parenthèse. Bref, au musée du Moyen-Âge, on verra les têtes originales de nos rois. Alors aujourd'hui, on a une vision un peu différente de cette galerie, parce que on a fait le lien avec plusieurs événements qui datent de l'époque de la construction de la façade. Et un des éléments les plus importants, c'est la mainmise du roi sur la ville de Paris. C'est-à-dire qu'à l'époque de Philippe Auguste, il ne peut plus être fait, on peut plus faire semblant d'ignorer la présence royale, et celle-ci s'est affirmée en protégeant la ville par sa fortification et le Louvre. Et dans le fond, il y a peut-être un lien à faire avec la victoire de Bouvines, le fait que le trésor des Chartes reste dans Paris et que le roi ne se traballe plus partout avec. Donc il y a vraiment cette idée comme ça de s'asseoir. Alors oui, bien sûr, je le sais, la juridiction de l'évêque reste intégrale, c'est-à-dire que si vous êtes soumis à un arrêt royal, vous pouvez vous protéger dans les murs de l'espace de l'évêché, le cloître de Notre-Dame concrètement, et vous n'êtes plus soumis à cette loi. Ça c'est vrai, ça reste. Néanmoins, il y a ce pouvoir, et on s'est rendu compte que datant de la même époque, Reims se dote d'une galerie de rois, et cette galerie de rois, vous avez celle-ci qui est intéressante parce que vous y trouvez tout simplement le premier roi de France qui fut baptisé à Reims et qui n'est autre que Clovis. Mais il y a certainement quelque chose de plus subtil que d'opposer les rois de l'Ancien Testament et les rois de France. Et c'est une monarchie qui est protégée par Dieu et qui est voilà totalement liée au pouvoir divin. Et ça, Clovis l'a utilisé de toute façon. Donc, sans doute, dans l'esprit des contemporains, ces deux éléments sont totalement liés. Ces galeries des rois ne sont pas des pieds de nez au roi de France, ce sont peut-être sans doute plus le symbole d'une union qui est peut-être même renforcée. En 1225, les effets de la mode vont amener une transformation de la cathédrale, et là on ne peut que souligner je ne sais pas, la verdeur, le courage, l'inconscience, je ne sais pas comment le dire, quand il s'agit, alors même que la cathédrale n'est pas terminée, de recommencer. Alors, on ne recommence pas complètement, mais enfin, on recommence en partie, puisque l'on va changer le profil des murs et des ouvertures. La cathédrale est trop sombre, elle n'est plus de mode. On vient de dire que Paris se renforce, que le pouvoir royal met la main sur la ville, donc celle-ci va devenir la ville la plus importante de l'Occident, en tout cas une des plus importantes d'ailleurs, Anvers et peut-être Venise. Bref, donc il faut absolument marquer le coup. Bref, et cette cathédrale n'est pas assez lumineuse, d'autant que arrivent des innovations de part et d'autre, etc. Et puis dans peu de temps, il y aura même la Sainte-Chapelle, donc il faut quand même essayer de se bouger un peu. Et il va y avoir un profil qui va être modifié. C'est le profil de ce mur qui au départ possédait donc 4 niveaux, 1, 2 et 3 et 4. Alors il faut remercier Viollet-le-Duc qui a gentiment cassé cette première travée pour nous montrer ce que c'était avant 1230. Donc, c'est un principe de restauration qu'on n'appliquerait plus, qui consiste à casser l'existant pour montrer ce qu'il y avait avant. Mais au moins, ça a l'avantage d'être plus clair pour vous, peut-être. C'est-à-dire qu'avant, il y avait dans la cathédrale que des petites fenêtres hautes et des oculus au-dessous. Bon. Et puis, ça a changé. On a créé ces grandes fenêtres à la place. Alors, il y a un principe technique qui peut-être va être plus clair pour vous grâce à ce petit schéma. C'est que la cathédrale possède donc ce qu'on appelle ici le mur boutreau qui va tenir donc les voûtes. Vous avez ensuite nos doubles bas-côtés, ok.
Au-dessus du bas-côté, vous avez une tribune qui permet en fait de décharger, là encore, le mur, hein, et toujours, vous voyez, de déplacer latéralement les poussées en rajoutant ici cet arc. Et puis, il faut bien mettre un toit pour ce bas-côté. Et donc là, vous avez un toit, voyez-vous, qui prend appui sur le mur. Et donc, dans le toit, il y a une fenêtre, mais une fenêtre qui n'apporte pas de lumière, puisque c'est une fenêtre qui donne sur un grenier, si vous voulez. Donc, c'est une fenêtre ronde, regardez, c'est celle-ci. Mais celle-ci elle ne donne accès qu'à la toiture, si vous voulez, des tribunes. Donc, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas beaucoup de lumière, et après, il ne vous reste plus qu'un petit peu de place au-dessus. Alors, il n'y avait pas que le problème de la lumière, il a fallu refaire les travaux. Il y avait le problème aussi de l'eau. En fait, Notre-Dame prenait l'eau. On n'avait pas prévu ici de creuser pour faire des rigoles et faire descendre l'eau avec les gargouilles, etc. Donc, on a rajouté tous ces éléments, vous les voyez là. Et ça, c'était important parce que sinon, elle aurait pris l'eau très vite. Et puis, on a changé le toit, regardez. Le toit de la tribune, il est triangulaire et ça permet d'ouvrir toute la fenêtre. Donc, on a fait 2 en 1. Et on a d'ailleurs rehaussé un peu, soulevé en fait cette charpente pour donner aussi plus d'air sous voûte. Donc, on n'a pas changé les voûtes, hein, mais on a, alors ne me demandez pas comment, mais on a relevé la toiture. Et ça va donner un autre profil sans doute au cœur. Alors là, je vous montre ce cœur tel qu'il est visible maintenant. Et là, c'est la mention donc, de Philippe Auguste qui, en plus d'avoir donné comme titre de capitale à Paris, a donné une fortification, la fortification Philippe Auguste autour, et enfin un château fort qui s'appelle le Louvre, à l'époque extérieur à la ville, mais encore une fois pour se protéger. Donc il y a cette importance et il fallait que la cathédrale soit à la hauteur. Alors, elle est à la hauteur, seulement elle n'est pas finie. Et puis d'ailleurs, on n'en a pas fini parce que, catastrophe, le pignon, la façade, qui a été construite indépendamment de la nef. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ce qu'on appelle le massif de façade est indépendant. Et ensuite, on raccorde, si vous voulez, la nef avec la façade. Eh bien, cette façade, on arrête les travaux, on ne bouge plus, on retient sa respiration, parce que cette façade, elle penche. En fait, la façade penchée, elle a penché de 30 cm. D'abord, la Galerie des Rois n'est pas droite. Si vous mettez en face, je crois qu'elle oscille de 30 cm entre le côté nord et le côté comme ça sud. Donc, elle penche. Et puis, elle penche doublement parce qu'elle penche tout simplement. Il suffit de regarder ici. Si vous regardez la ligne de la photographie, vous voyez qu'elle penche. Et là, il y a une question importante, c'est qu'est-ce qu'on fait au Moyen-Âge lorsqu'un bâtiment de cette taille se met à pencher? La réponse est évidente, on fait rien. On fait rien, on attend que ça arrête de pencher. Et le fait est, c'est que ça va se stabiliser tout seul, donc ça retarde juste de 40 ans les travaux, mais bon, on attend que ça arrête de bouger. Et puis après, on raccorde la nef avec le massif, et là, on n'avait pas tout à fait bien calculé, parce que comme vous pouvez le constater, il ne restait plus assez de place, donc vous avez un raccordement un peu tordu. Comme quoi, vous voyez, quand on dit toujours c'était mieux avant, il faut relativiser hein, d'une certaine manière, parce que c'est pas toujours évident. Alors, ça, c'était donc pour ma façade et il me reste maintenant à la peindre. Et je pense que c'est ça un élément très important qui nous manque cruellement, c'est la polychromie. La polychromie qui devait rendre les choses claires. Enfin, plus claires en tout cas, parce qu'aujourd'hui, vraiment, tout est gris et c'est très difficile de décortiquer, même le décor, etc. On verra aussi que l'intérieur devait être beaucoup plus lumineux parce qu'il était peint aussi. Et ça joue sans doute sur la lisibilité ou l'ambiance. Alors, en 1245, ce sont les cloches qui sont placées dans le massif avec ces beffrois. C'est le temps des cathédrales. Le temps des cathédrales, c'est le temps des cloches qui sonnent toutes les heures, qui sonnent les offices. Et quand ça sonne pas, c'est mauvais signe. C'est qu'on est sous le sceau de l'excommunication. Ça arrivera en 1200, lorsque Philippe Auguste fera des siennes avec le pape et que le royaume entier sera excommunié. Bref, en général, ce sont des moments tragiques pour la population, ne serait-ce que parce que nous n'avons plus le temps. Il faut quand même que vous songiez qu'il y a une clepsydre à l'intérieur du cloître qu'on retourne inlassablement et qui permet de donner le
temps. Et ça, tant qu'on n'aura pas nos horloges monumentales qu'on va créer à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, eh bien, ce sont les cloches des cathédrales qui font tout ça. Dans le beffroi, dans les beffrois, on a deux tours, on a des cloches de chaque côté, il y en avait 7 côté sud et il y en avait une grosse. Alors maintenant, on connaît toutes celles dites Emmanuel, qui est la plus ancienne, le Bourdon, et qui date du XVIIe siècle, mais il y en a eu plein d'autres avant. Il faut penser que les cloches, on les change souvent parce que les cloches, ça fendit, ça casse, ça. Donc, bon, souvent, en tous les cas, ça se fondait régulièrement. Non, ce qui est important, c'est qu'il y a une architecture de bois à l'intérieur, parce que vous imaginez les vibrations que ça crée, des cloches, quand elles sonnent. Et la pierre, elle n'aime pas ça, hein, la vibration. Donc, il y a un système, là encore, empirique, mais qui fonctionne génialement parce que le bruit, le son est vraiment, en fait, les vibrations sont assourdies par la structure de bois qui tient et qui porte les cloches. Pour parler clairement, si le feu avait pris dans cette structure de bois, alors là, évidemment, les cloches seraient tombées, et si des cloches de plusieurs tonnes tombent, bon, ben là, la façade de Notre-Dame, je ne sais pas ce qui lui serait arrivé, mais bon, elle aurait pris cher, comme on dit. Alors, il y a deux tours, il y a une tour côté sud et côté nord. Sur le côté nord, ce qu'il faut voir, c'est ici, cet espace qui est un espace laissé vide parce qu'en fait, il y a un plancher en moins. Et ce grand espace, c'est là où on va placer les cloches. Et ici, il y a une sorte de pièce. Bon, au départ, c'est une chapelle. Ce sont les manants qui vont habiter là. Et cette tour, c'est la tour de Quasimodo. L'histoire de Quasimodo, c'est une histoire qui s'inspire d'un phénomène qui est que les chanoines se répartissent les rôles. Je n'ai pas parlé de musique, excusez-moi, mais Notre-Dame sera réputée dès le Moyen-Âge pour la musique. Il y a donc des spécialistes de musique, il y a des chanteurs, des musiciens, il y a une écriture même de la musique à Notre-Dame. Et puis, il y a des chanoines qui sont responsables de l'argent. Il y a des comptables. Alors, malheureusement, on n'a pas retrouvé les livres de comptes de l'époque, mais bon, il y en avait. Et puis, il y avait ceux qui étaient chargés des cloches. Et ceux-là devaient gérer des marguilliers, devaient gérer des sonneurs de cloches. Ces marguilliers, ce sont des fonctions. Et la plupart du temps, ces hommes gardaient l'argent qui leur était dévolu et faisaient travailler d'autres à leur place qu'ils ne payaient pas. Et qui ne peut-on se permettre de ne pas payer? Des pauvres. Des pauvres qui sont très contents de pouvoir loger gratuitement. Et c'était donc exactement le profil de Quasimodo. Donc, on habitait là et en échange de quoi on sonnait les cloches. Sauf que, à l'inverse peut-être du roman, ils n'étaient pas seuls. Il y a une vraie fourmilière encore que le roman se passe à la fin du XVe siècle, est une période un petit peu décadente pour la cathédrale. Alors, il nous reste je dirais, à habiter. Alors, pour habiter, il va nous falloir d'abord faire venir des saints. Et ça, je vous ai dit que c'était pas évident, que cette histoire de saint patron, il fallait trouver effectivement des reliques. Alors, je vous rassure, il va y en avoir. Chaque arrivée de reliques donne lieu à des processions et donne lieu à des logements. À un moment donné, on a trop d'hôtels pour tous ces saints patrons. Qu'est-ce qu'on fait? On occupe les espaces entre les contreforts. Là, vous avez les contreforts, il y a des espaces. Alors, très souvent, au Moyen-Âge, comme la nature a horreur du vide, les gens venaient habiter là. Hein. C'est pour ça que les cathédrales étaient toujours encerclées par des boutiques, des échoppes, etc. Parce qu'en fait, on se mettait contre. Là, il va se passer un phénomène inverse, c'est qu'on va installer des chapelles à l'intérieur. Voilà. Et ces chapelles à l'intérieur, en fait, on a déplacé les murs, on a élargi la largeur de la cathédrale, derrière les bas-côtés, on se met à l'intérieur des contreforts et ça crée des chapelles. Et ces chapelles, elles sont géniales parce qu'on va avoir de la place pour recevoir les saints patrons, mais vous allez le voir aussi pour recevoir à un moment donné des privés qui vont demander à loger là. Alors loger avec des guillemets, c'est-à-dire évidemment dans l'au-delà, hein, après leur mort. Alors n'allons pas trop vite parce que je pense que vraiment dans l'esprit du haut Moyen-Âge, il était hors de question que des bourgeois viennent se faire enterrer ou avoir leur chapelle privée à cet espace. Il y a une petite forme de décadence au fur et à mesure des siècles, où il va y avoir de plus en plus de profanes et de laïcs, mais pour l'instant, on n'en est pas là.
Sur le portail central, il y a la mention de Saint-Denis, d'ailleurs, qui est là et qui est entouré d'ailleurs de 2 anges. Ça me fait toujours un peu sourire parce qu'il y a une histoire qui veut que l'abbaye elle-même ne soit pas très contente de voir la présence de Saint-Denis en façade. Entre guillemets, il y a une espèce de conflit de compétences de saint patron. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez comment on recueille au fur et à mesure des reliques, comme un fragment de la croix qui va être offert, ou mieux, un élément de la Sainte-Épine, de la couronne d'épines, qui est achetée à prix d'or, je vous le rappelle, par Saint-Louis, qui la ramène en France ou la fait ramener en France. Et pour ce faire, il va créer la Sainte-Chapelle pour pouvoir conserver cette couronne. Alors, ça a été, je pense, un crève-cœur, entre guillemets, pour Notre-Dame, parce que il y a d'abord le fait qu'elle est un peu en seconde zone, dans la mesure où elle ne va que loger temporairement la couronne, la Sainte Couronne, le temps que la Sainte Chapelle s'achève. Je vous rappelle, la Sainte Chapelle a été construite en un temps record, je crois que c'est 5 ou 6 ans, donc on est très loin de ces chantiers absolument infinis. Et enfin, évidemment, c'est ce livre de vitraux absolument formidable, d'une modernité, cette cage de verre, etc. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui sans doute pouvaient faire grincer les dents et qui montrent aussi bien que voilà, les temps changent et que la mode en architecture, elle est absolument féroce. Alors, on va reconstruire l'Hôtel-Dieu dans sa 2e version, et ce ne sera pas la dernière. Cet Hôtel-Dieu qui est le long de la Seine, il est ici, là, le voici. Très important d'être proche de la Seine, puisqu'on se sert littéralement de la Seine pour des raisons d'hygiène. Et puis là, vous voyez, l'archevêché, l'évêché qui devient archevêché plus tard est là. Donc là, c'est un plan beaucoup plus tardif, c'est le plan Turgot du XVIIIe siècle. L'hôtel de ville va rebrûler au XVIIIe siècle, il sera reconstruit à cet espace, pardon, l'hôtel de ville, l'hôtel-dieu. Donc l'hôtel-dieu, avant que Haussmann le fasse déplacer en face, il va être à plusieurs reprises reconstruit là. Nous sommes au XIVe siècle, qui n'est plus un siècle vraiment de construction, mais plutôt d'aménagement, avec des tombeaux qui vont se multiplier. On a en façade, par exemple, ces affreux démons qui viennent dans l'au-delà embêter un quoi? Un roi et un homme d'église, un évêque. Alors, c'est quand même assez gonflé de la part du tailleur de pierre, de la part du programme, que de rappeler que, même si vous êtes roi ou même si vous êtes évêque, si vous avez mal agi, dans l'au-delà, vous serez assailli. On voit des choses comme ça assez inquiétantes, comme ces personnes qui donnent l'impression de bouillir dans des marmites d'huile. Mais comme je l'ai dit, une tendance profane se met en place, puisque même les chanoines se font représenter physiquement à l'intérieur de la cathédrale. Et puis, il y a 2 présences aujourd'hui disparues, 2 sculptures monumentales. La première, c'était un énorme Saint-Christophe, qui devait être assez impressionnant, que nous avons là. Mais surtout, c'était ce cavalier. Et ce cavalier, il est intéressant parce qu'il devait représenter le pouvoir profane, le pouvoir tout court, le pouvoir du roi. On a même pensé qu'il s'agissait de Philippe le Bel, puisqu'on est contemporain. En tous les cas, il y a un cavalier en Europe qui s'appelle le cavalier de Bamberg, qui est une belle sculpture profane du XIVe siècle. Il y a des chances que ce soit sur le modèle de celui qui se trouvait à Notre-Dame, que le cavalier de Bamberg ait été créé, mais la sculpture de Notre-Dame, elle a disparu. Et puis, on voit à l'époque de la guerre de 100 ans que même des grands bourgeois comme Jouvenel des Oursins va demander à avoir sa chapelle privée. Alors évidemment, en échange tout cela d'argent, on l'imagine, mais c'est une tendance qui va entraîner une certaine forme de mainmise du profane à l'intérieur de la cathédrale. Si on s'interroge de l'aménagement actuel de la cathédrale et de ce qu'elle possède de très ancien, la pièce la plus ancienne remonte à cette époque, donc nous sommes déjà à la fin du XIVe siècle, et c'est quoi? C'est une sculpture qui d'ailleurs, je crois, est même du début du XVe, c'est cette Vierge du pilier là, regardez, elle est là, la croisée du transept. Vraiment, je pense que tous les amateurs et connaisseurs ont tremblé à l'idée qu'elle soit détruite quand on voit évidemment le paysage qui est sous nos yeux. Elle a été miraculeusement épargnée. Je crois qu'elle n'a même pas une égratignure. Au XIVe siècle, nous avons un chantier de référence. Le tour du chœur est achevé et peint, et pour la première fois, son architecte en titre, puisqu'il y a toujours un architecte qui est nommé pour la cathédrale, il s'appelle Jean de Chelles. Il a écrit son nom dans le bâtiment
bâtiment. Nous trouverons même son profil, il y a sa tête. Mais en plus, il a réalisé les roses les plus belles d'Europe. Elles sont 13 mètres de diamètre. Voilà le produit de ce travail de la géométrie que j'évoquais tout à l'heure, avec des thématiques en termes de vitrerie qui nous racontent les cycles éternels du temps. Donc, cette idée comme ça cyclique. En façade, je crois que ce sont les travaux des jours, et évidemment les figures autour du récit de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'intérieur de l'abside, vous voyez un effet ici là de mise en couleur qui est complètement distinct de ce que nous voyons là. Il faudrait imaginer aussi le maître-autel, les devants d'autel en or qui dataient encore avant la Révolution, avant le XVIIe siècle, parce que ça a été changé au XVIIe siècle, eh bien de Maurice de Sully qui avait offert ce devant d'autel en or d'ailleurs. Alors au XVIIIe siècle, la cathédrale n'est pas en très bon état, et c'est pas pour rien d'ailleurs que Victor Hugo nous raconte Notre-Dame à la fin du Moyen-Âge, c'est qu'elle est abandonnée au sens où elle est mal entretenue pendant des siècles. On se rappelle à elle, lorsque le roi de France a du mal d'avoir des enfants, qu'il voue le royaume de France à Notre-Dame. À ce moment-là, il y aura le vœu de Notre-Dame qui va être réalisé par les sculpteurs Coisevaux, Coustou et Coisevaux, ses neveux, Coisevaux et Coustou, pardon. Là encore, on pouvait penser que ce serait détruit par l'incendie, pas du tout, tout ceci a survécu. Heureusement, le tour du cœur a changé très largement, si vous regardez un peu son profil. On a cassé au XVIIe siècle le fait que ce soit fermé. Bah, peut-être c'est pas forcément un bien si on veut être très esthète, parce que ça donne une espèce de vide un peu à ces figures, alors qu'elles étaient beaucoup plus enserrées, beaucoup plus fermées. Et enfin, il y a, alors là, c'est la dernière étape. On a vu les évêques au début qui osaient à peine se faire enterrer. Après, nous avons l'arrivée des personnages, alors de chanoines, qui sont peut-être plus légitimes, puis les très grands bourgeois. Et enfin, la dernière catégorie sociale à mettre la main à l'intérieur de la cathédrale, ce sont les corporations. Les corporations de quoi? Bien d'artisans. C'est ce qu'on appellera les mets de Notre-Dame. Ce sont des cadeaux que font les corporations tous les mois de mai. Alors, plusieurs grands tableaux qui vont décorer l'intérieur. Alors là, il y a des tableaux qui datent du XVIIe, qui ont été détruits par l'incendie et sans doute de manière irrémédiable. Il y en a certains qui sont déposés au Louvre depuis longtemps parce que c'est signé Poussin et qu'on ne voulait pas les laisser dans la cathédrale. Ceci étant, pour ceux qui y sont allés récemment dans la cathédrale, on ne voyait rien parce que les tableaux sont très sombres. Donc là encore, un appel au peuple, peut-être rassembler tout ça et remettre une lisibilité à l'aménagement intérieur. Je pense qu'il faut se dire que bien que le roi ait pris l'habitude, après le sacre, de passer par Notre-Dame et qu'il y avait des cérémonies dans Notre-Dame, eux égards au Parlement, parce que vous savez la guerre qu'il va y avoir entre le Parlement et le roi de France au XVIIIe siècle, récemment, enfin, régulièrement. Donc Notre-Dame appartient à Paris, mais est-ce qu'elle était très ancrée dans l'histoire, enfin, je dirais, dans le mental des rois? Ça, c'est autre chose. Et dans le fond, c'est vraiment le 19e siècle qui va faire de Notre-Dame le monument national. Alors, la première touche, c'est évidemment le sacre de Napoléon, parce que Napoléon choisit Notre-Dame comme lieu de sacre, et ce n'est pas complètement hasard. On aura les premières funérailles nationales avec la mort du potentiel successeur, enfin, le successeur du roi de France à l'époque, Louis-Philippe, puisque son fils est mort d'un accident de voiture. Et là, vous avez la première photographie de Notre-Dame, en tout cas une des plus anciennes, ça, je crois que c'est la première tout court. Et celle-ci, c'est une photographie lors des funérailles donc du fils de Louis-Philippe. Et si vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde là parce que le temps de pause était trop long, donc les gens bougeant ici, eh bien, ils ont été effacés. Et par contre, ceux qui stagnent devant la cathédrale existent. Alors, je remonte en arrière. Pour Napoléon, on a réaménagé l'intérieur. C'était le travail de Charles Percier, qui a littéralement rhabillé la cathédrale, qui, je crois, était un peu en ruine à l'époque. Outre les dévastations de la Révolution française, il y avait l'abandon total du lieu. Donc, il a fallu vraiment réaménager, mettre des tapis partout, etc. Et puis, en plus, on devait quand même rien voir du tout de l'architecture parce qu'on a rajouté des tribunes partout en bois, ne serait-ce que ce grand escalier qui occupait toute la nef.
j'ai jamais trop compris la place réelle qu'il y avait dans la cathédrale lors du sacre, vu le bazar qu'on y avait aménagé. Alors, c'est évidemment avec Victor Hugo, et c'est ça qui est génial, c'est que la cathédrale de Notre-Dame est une cathédrale de papier, parce que c'est le roman qui va donner à cette cathédrale son ampleur dans l'imaginaire collectif. Et vraiment, elle est devenue à partir de ce moment-là une cathédrale qui ne sera plus jamais comme les autres. Et ce n'est pas rien que Delacroix peignant ce tableau à l'époque de la révolution des Trois Glorieuses, là, des 3 jours de révolution 1830, mettre la cathédrale dans le paysage, alors que, bon, a priori, on ne pouvait pas la voir comme ça à l'emplacement potentiel où on était. Il y avait un double appel d'air qui avait été fait. Le premier, c'était de sensibiliser les Parisiens à Paris, les Parisiens, les Français, à l'architecture gothique. Et le second, c'est un appel à la restauration, à une époque où on envisage les grands travaux déjà. Vous savez, avant qu'Haussmann arrive, on médite déjà sur des grands travaux 30 ans avant. On bricole de droite et de gauche et la tendance est à la destruction. Victor Hugo est un homme romantique qui dénonce ces destructions du Paris ancien. Et il faut sensibiliser, donc là on peut dire qu'il a fait son œuvre. Notre-Dame est donc restaurée pour la première fois dans sa globalité par un architecte qui s'appelle Viollet-le-Duc. Et on a une chance formidable que ce soit Viollet-le-Duc et pas un autre de son temps, parce que lui seul avait une connaissance de l'architecture gothique, avait observé les murs, avait compris les choses dans leur profondeur historique, parce que c'était un fin observateur, c'était sans doute un bon ingénieur à sa manière, et il avait compris le fonctionnement technique de la cathédrale, et c'est pour ça que lui, on l'a beaucoup accusé de tas de choses. Mais il y a une chose qu'il n'a jamais faite, c'est qu'il n'a pas cassé, je dirais, involontairement. En tout cas, Debré, par exemple, son contemporain, a quand même fait effondrer la cathédrale, la basilique Saint-Denis par une restauration malencontreuse. Quand il y a eu l'effondrement de la flèche, j'ai entendu à la radio des commentateurs dire « Ah, cette flèche, mais enfin, c'était Viollet-le-Duc. Voilà, c'était Viollet-le-Duc. Et donc, comme c'est Viollet-le-Duc, on ne va pas se casser la nénette, on ne va pas refaire la même chose. D'où d'ailleurs l'idée de l'imagination débridée que j'ai évoquée au départ. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut parce qu'on va remplacer du Viollet-le-Duc. Alors, Viollet-le-Duc, moi je veux bien qu'on dise que c'est pas, mais enfin, au nom de quoi d'abord, je me le demande. Et la seconde chose, c'est que dans ces cas-là, on peut aussi enlever toutes les gargouilles, hein, parce que Viollet-le-Duc va donner à Notre-Dame les décors sculptés qu'a inventé Victor Hugo. C'est-à-dire que Victor Hugo, quand vous lisez son roman, c'est pas la peine d'aller sur place et de chercher en lisant le roman la description et à quoi ça correspond. Alors encore moins à l'époque de Victor Hugo, où la cathédrale avait été laminée par la Révolution, les sculptures avaient été complètement rabotées, donc il n'y avait plus rien. Et bien quand vous lisez le bouquin, et j'aurais pu vous mettre un extrait, c'est absolument fascinant, cette espèce comment on appelle ça, de reliquaires truffés de sculptures, et notamment ces foutues gargouilles avec des grimaces, des machins. Eh bien, du coup, Viollet-le-Duc s'est amusé et il a créé ce bestiaire fantastique tel que Victor Hugo l'avait écrit et l'avait décrit. Alors, si on dit que Viollet-le-Duc, on peut le mettre au panier, dans ces cas-là, on peut aussi raboter la moitié du monument. Donc, évidemment, c'est pas la question. Alors maintenant, on est quand même content que Viollet-le-Duc se soit retenu parce qu'il avait envisagé de mettre une flèche au sommet des 2 tours, considérant par là que le Moyen-Âge n'avait pas achevé son œuvre. Alors aujourd'hui, on en est revenu. C'est vrai que les cathédrales allemandes possèdent ces éléments comme ça au sommet de leur tour, mais Paris, la cathédrale de Notre-Dame n'a jamais connu ça. En tous les cas, aujourd'hui, c'est complètement avéré. Alors, effectivement, il a réalisé cette flèche. Alors, la flèche n'existait plus. Regardez ici, on la voit plus normalement parce que au 19e siècle, elle a disparu. Elle a disparu depuis la Révolution française. Cette flèche, elle était déjà, je crois, dans sa 2e version, puisque l'original avait dû brûler. Donc, ça devait être une flèche du XIIIe siècle. Viollet-le-Duc va la refaire avec du bois, et c'est bien le problème parce que ça brûle très bien le bois. Et puis, il va la recouvrir comme ça de petites plaques de métal, je crois, de cuivre. Et bon, tout ça, ça prenait l'eau déjà depuis quelque temps. Vous savez, cette flèche n'a pas été restaurée depuis quasiment sa réalisation, donc il était temps de faire quelque chose. De manière générale d'ailleurs, Notre-Dame n'était pas en bon état au moment de l'incendie. Ça, je pense que vous l'avez largement entendu. Donc, on peut dire qu'on est revenu au même état, ou en tout cas la même situation. Alors, en tout tragique, parce que Viollet-le-Duc a pu restaurer la forêt, a pu restaurer la charpente. Il en a remplacé des morceaux, mais il avait gardé ce qu'il pouvait garder. Nous, évidemment, cette année, enfin maintenant, nous avons tout perdu. Et puis, il a donc créé un profil qui est quand même largement acceptable. Alors,
Si on avait pu aller donc dans cette forêt, dans cette charpente, on aurait vu effectivement que il a mis l'assise de cette tour, de cette flèche, à l'intérieur même évidemment de la charpente, de la toiture, avec du coup, vous voyez, une mention, cette flèche a été faite par le duc en l'an, blablabla. Bon, et bien tout ça, évidemment, ça a disparu. C'est vrai qu'il se sentait, il avait raison, en digne successeur des grands compagnons, des maîtres du Moyen-Âge. Il y a un élément qui a disparu, c'est un élément d'horlogerie du 19e siècle. Alors, on n'a pas beaucoup pleuré dessus, mais je pense que pour les horlogers, c'est un drame, parce que, et même pour tout le monde, parce que ce sont des mécaniques qui ne se font plus, qu'on ne fera plus, et ça fonctionnait parfaitement, et ça remontait donc là à Viollet-le-Duc, autre élément perdu. Enfin, les grandes orgues qui avaient été totalement restaurées il n'y a pas très longtemps, qui au départ ne faisaient pas peur parce qu'on s'était dit qu'elles avaient été épargnées de l'incendie récent, et puis finalement elles vont sans doute coûter beaucoup plus cher que beaucoup de choses à restaurer, parce qu'il faut nettoyer tous les tuyaux de l'orgue, tout est empreint de suie, et donc malheureusement les orgues ne sont plus du tout en état de fonctionnement. Voilà. Alors, il y a donc dans cette tragédie plein de questions, et encore malheureusement en suspens, je l'ai dit, le fait même que la cathédrale tienne le coup. Alors bon, ça fait 1 an qu'elle est dans cet état, donc on peut espérer que les choses se soient stabilisées. On a parlé d'un organe vivant, on l'ampute d'un côté, comment va-t-il réagir? Et bien sûr, en question, c'est la reconstruction. Vous savez qu'il y a des cathédrales françaises qui ont brûlé au XXe siècle, qu'on a donc reconstruit. Nous avons celle de Metz, celle de Reims, comme 2 principaux exemples, et celle de Reims qui est assez célèbre puisque les Allemands l'ont sciemment bombardée en 1914. C'est un drame et un traumatisme national. Eh bien, cette cathédrale, elle a été reconstruite en béton. Voilà, je ne sais pas si je l'ai mise quelque part. Voilà, c'est ça. C'est une armature de béton. Alors, à une époque, dans les années 20, où bon, je travaillais avec le bois, c'était pas possible. On aurait pu faire en métal, à vrai dire, mais le métal, la France était en pleine après-guerre, en récession, donc impossible d'utiliser le métal pour faire une charpente de cathédrale. On avait des choses plus urgentes à faire. Bref, du coup, on a fait du béton. Bon, c'est plutôt réussi d'ailleurs dans son genre. Ça permet d'ailleurs d'être moins compliqué, plus stable, je ne sais quoi. En tout cas, après, vous pouvez faire un loft. C'est l'avantage, vous avez de la place. Bon, est-ce que c'est une des solutions qui sera choisie? Je crois qu'aujourd'hui, on n'en sait toujours rien, que l'objectif c'est 2024, on n'en sait rien non plus. Globalement, ce qu'il faut dire en ce moment, c'est qu'on ne sait pas. Et peut-être d'ailleurs, ça fait du bien parfois d'admettre qu'on ne sait pas, parce que c'est peut-être un tort de penser qu'il faut toujours une réponse à tout dans l'immédiat. Peut-être qu'il faut bien réfléchir. Et puis, certains militent, et je n'ai absolument pas d'opinion sur la question, pour le retour d'une belle charpente de bois, possible, pas possible, forêts sont là, pas là, le bois il est pas sec, il faut attendre, patati patata. Bref, tout ça c'est encore à discuter. En ce moment, on a besoin de nature, en tous les cas moi, donc je vais terminer quand même sur une forêt, et on verra bien ce que l'avenir nous dira. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Tac. Voilà, je vous remercie. Merci, merci. Merci, Stéphanie. Merci.